Merci beaucoup. Merci, chers collègues, professeur Marc Lagacé. Merci, chers collègues, et bonne chance à vous pour les 3 années qui viennent, pour vos responsabilités. Merci à Luisa, Luisa Véroniste, que je connais de longue date, avec laquelle j'avais déjà animé quelques activités ici même, je pense en 2013-2014. Merci à Eric pour avoir organisé cette rencontre. Merci à l'université pour me recevoir et pour me permettre de vous contacter, de vous retrouver de nouveau, de retrouver ce joli pays, malgré les incendies, parce que vont s'arrêter. Donc, ça affecte beaucoup de monde. Je pense que ça affecte beaucoup de monde aussi à l'international, parce que ça aura des effets ailleurs, d'où l'importance en charge justement cette problématique du réchauffement climatique et des règlements aujourd'hui dévastateurs ici en termes de forêt, mais aussi partout ailleurs, notamment en Afrique, continent auquel je reviendrai demain ou après-demain, des interférences entre la question migratoire et la question environnementale. Mon intervention va être, mes interventions vont être beaucoup politiques. C'est beaucoup d'académiques, c'est beaucoup de données, c'est beaucoup d'éléments conceptuels, mais c'est également un sujet fondamentalement politique. Notamment pour ce qui se rapporte aux migrations sur le pourtour méditerranéen aujourd'hui. Voilà, c'est ici. Le choix de ce sujet, c'est, je pense, on l'a choisi d'un commun accord. Et l'idée, c'est que c'est là où se rencontre aujourd'hui un ensemble de dilemmes, un ensemble de confrontations, un ensemble de contradictions entre le nord et le sud de la Méditerranée, mais aussi c'est le lieu où se reportent les effets de guerre plus ou moins lointaines de la zone méditerranéenne. Je pense notamment à l'Afghanistan et aux guerres d'Afghanistan, la première et la seconde. La première qui a duré 10 ans sous l'emprise de l'Union soviétique, aujourd'hui Fédération de Russie, puis après la deuxième guerre d'Afghanistan qui a démarré en 2001 et puis qui a presque fini dans les conditions que tout le monde sait, au mois d'août de l'année 2021. Et puis vous avez les interférences et cette guerre a eu des effets sur d'autres thématiques. La guerre d'Afghanistan a eu des effets sur d'autres thématiques, notamment celle à laquelle a fait référence Luisa avant un moment, la question de la radicalisation, la question de ce qu'on a appelé le terrorisme d'inspiration religieuse, au fait d'inspiration politique avant d'être religieuse. La première guerre d'Afghanistan va conduire à la deuxième guerre d'Afghanistan par le biais de ce qui s'est passé au sud de la péninsule arabique vers la fin des années 80, puis surtout après les attaques sur le sol américain du début du siècle actuel, lesquelles attaques ont conduit à la deuxième guerre d'Afghanistan, laquelle deuxième guerre d'Afghanistan va provoquer un certain nombre d'autres problèmes, et notamment qui a conduit donc à cette conflagration progressive, les attentats ou les attaques contre le sol américain commis par des djihadistes formés en Afghanistan vont conduire l'administration américaine, Bush, à attaquer l'Irak à partir au mois de mars 2003. Et ces attaques-là, ou cette guerre, vont provoquer de proche en proche toutes les guerres qui se sont produites dans la péninsule arabique jusqu'à arriver à l'année 2011 et à la crise de 2015, la crise des réfugiés de 2015 et tout ce qui va conduire aux événements actuels par la suite. C'est pour dire au fait que la mobilité sur laquelle je vais m'attarder, le cadre général, quelques concepts et définitions de base. On parle de mobilité humaine. Mobilité humaine d'une façon globale, en ce sens de déplacement des personnes un peu partout sur Terre. On se déplace pour mille et mille motifs. Mais désormais, depuis peu, on cerne cette question dans le déplacement des personnes venant des pays du Sud,
ou également de personnes chassées par les guerres, chassées par les conflits. Et donc, on parle plus généralement de réfugiés, de migrants irréguliers, de migrants légaux, de migrants illégaux, et puis on parle aussi des migrations de compétences, on parle de migration circulaire, on parle de migration de retour. Donc, un ensemble de concepts, évidemment, que la recherche et les chercheurs devraient prendre en compte, puisque, évidemment, la notion de mobilité devient juste un marchepied pour tous ces déplacements. Et puis, la mobilité, c'est la mobilité du nord vers le sud. On met souvent de côté quand on parle de presque en considérant une mobilité normale. Il est normal que des gens se déplacent du nord vers le sud, la partie la plus évoluée du monde vers les parties les plus pauvres du monde. Il est normal que des personnes se déplacent entre les pays du nord, en fait, dans les pays du nord, il y a aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande, il y a aussi le Japon, et on va prendre le concept plus large de pays développés ou de pays riches. Donc, à l'intérieur de ces mobilités, on a tous les éléments dont je viens de parler. Alors, pour revenir à la question de la mobilité en Méditerranée, généralement, c'est une mobilité sud-nord, c'est une mobilité est, de l'est vers le nord et vers l'ouest. Cette mobilité de forcée, cette mobilité irrégulière, cette mobilité en lien avec les réfugiés, en lien avec les guerres. Et cette zone en particulier est caractérisée par un certain nombre d'éléments intervenus depuis, on va dire, la fin de la guerre froide. Ça remonte à l'année 1989 et à la chute du mur de Berlin. En fait, la chute du mur de Berlin remonte à 1979. Et 1979, c'est l'entrée des troupes russes en Afghanistan. Et on va découvrir plus tard que les Russes, les Soviétiques à l'époque, ne sont pas rentrés par plaisir. Ils sont rentrés presque poussés par l'administration américaine. Il y a un certain nombre d'écrits depuis quelques temps, et notamment des écrits de la part de l'ancien conseiller auprès de Jimmy Carter et de Gerald Ford, le président des années 80-90, qui avait dit ou qui avait soutenu qu'il fallait donner à la Russie, à l'Union soviétique, l'Union des républiques socialistes soviétiques, son propre Vietnam. Comme les Américains ont été au Vietnam, comme la fin de la guerre froide continuait et que l'Union soviétique se renforçait d'une façon ou d'une autre, notamment sur le plan psychologique, il fallait casser cette perspective et il fallait donner une guerre aux armées soviétiques. Et les armées soviétiques, justement, vont entrer en Afghanistan vers la fin de l'année 79. Ils vont y mener une guerre qui va durer 10 ans. Et à la sortie de la guerre, justement, l'Union soviétique va être défaite et on va passer à la fin de la guerre froide et à un monde, on va finir avec la bipolarité qui régnait jusqu'à la fin des années 80, début des années 90, et on va passer à un monde maintenant multipolaire. Les États-Unis, d'un moment, c'était la victoire des Américains, mais on pensait que les Américains allaient prendre la tête, la direction de la planète tout seul. Puis, tout d'un coup, on va voir apparaître les Chinois, on va voir apparaître les Russes, mais d'une autre façon, celle qui s'exprime aujourd'hui en Ukraine, et on va voir aussi apparaître d'autres pays plus ou moins forts, plus ou moins agressifs, plus ou moins importants, qui se cherchent des places et une place dans le monde. C'est notamment le cas de la Turquie, mais c'est aussi le cas de pays moins importants, mais qui ont également des potentiels régionales fort importantes. C'est l'Afrique du Sud en Afrique, c'est le Brésil en Amérique latine, c'est l'Inde aujourd'hui qui devient la première puissance démographique mondiale. Et donc tout ça va créer un certain nombre une espèce de mélange à l'international où on ne voit plus quelle loi est suivie et quelles sont les règles à l'international qui sont suivies par les uns et par les autres, à tel point qu'aujourd'hui on pense à une véritable réforme du système des Nations Unies, lequel ne fonctionne plus en raison de tout ce qui s'est passé au cours des 20-25 dernières années. En plus, on a l'arrivée de puissances nucléaires nouvelles, on a l'arrivée de la Corée du Nord, on a l'arrivée de l'Inde, on a l'arrivée du Pakistan. Donc tous ces éléments-là sont des facteurs de trouble entre deux guillemets nouveaux qui vont
avoir des conséquences importantes sur le pourtour, à travers la planète, mais également sur le pourtour méditerranéen. Puis on a l'accroissement des inégalités, égalité économique, égalité sociale. Et pour revenir à la Méditerranée, on se rappelle qu'à l'année 1995, il y a eu cette conférence de Barcelone, qu'on a qualifiée à la fin de le processus de Barcelone entre les pays du Nord, globalement les pays de l'Union européenne, à l'époque c'était encore 28 pays, et puis les pays du sud de la Méditerranée, de l'Est et du sud de la Méditerranée. Puis on s'était mis d'accord, on avait énoncé un certain nombre de principes, un certain nombre de vœux, restez pieux, de création d'un espace d'abord de coprospérité ou de prospérité partagée, c'est-à-dire faire en sorte que les pays du sud de la Méditerranée et les pays du nord de la Méditerranée essaient de rattraper ou rattrapent le retard économique par rapport aux pays du nord. On a aussi un espace de paix sociale, d'échanges politiques, d'échanges économiques, d'échanges intellectuels plus pacifiés, mais finalement, cela ne s'est pas produit et nous avons vu l'aggravation de la question palestinienne, bien évidemment. On a vu depuis les conflits entre la Turquie et d'autres pays de l'Est et du Nord méditerranéen, on a vu également la destruction ou l'éclatement d'un pays comme la Libye. La Libye, un pays important en ce sens que c'était un pays d'accueil d'un nombre important de migrants venus, de travailleurs africains venus s'installer dans ce pays en raison de sa richesse pétrolière à l'époque, mais qui reste aujourd'hui importante, sauf que depuis un certain nombre d'années, et surtout depuis 2011, ce pays a éclaté. C'est un problème sécuritaire majeur, et de pays de réception de migrants est devenu un pays de départ des migrants qu'il recevait, mais surtout un certain nombre de traitements qui étaient impensables avant les années 2010 et les années, le début du siècle actuel. Puis on a l'arrivée du dérèglement climatique. Dans le temps, on le percevait un peu, on en parlait quelque peu. On parlait au Maroc dans certains de nos travaux de la question de l'eau et de ses implications. On parlait également de la déforestation au Maroc, mais c'était aussi le cas dans au sud de l'Espagne, en Andalousie, c'était aussi le cas en Grèce, c'était aussi le cas en Turquie, un peu au sud de l'Italie. Puis tout d'un coup, on découvre avec l'année dernière les feux de forêt qui ont ravagé une grande partie de la France et puis de grandes parties aussi de Grèce, d'Algérie, de Turquie. Et puis, depuis peu, la sécheresse que la France a enregistrée au cours de l'année antérieure et jusqu'au mois d'avril de cette année, on a vu que la question climatique ne se pose plus seulement pour le sud de la Méditerranée, mais elle se pose également pour le nord et elle se pose aujourd'hui pour toute la planète, Canada compris, avec ce qui est en train de se passer depuis Canada, États-Unis d'Amérique, parce que les feux d'aujourd'hui sont récurrents depuis quelques années. Il y en a eu en 2019, à l'ouest, en 2021, à l'ouest du Canada, avec ces températures qui ont grimpé jusqu'à arriver à près de 50 degrés. Et donc, le dérèglement climatique causé par l'activité humaine, causé par là où les activités humaines sont les plus polluantes, notamment par les pays du Nord, mais dans les pays du Nord, il y a également dans ce cas-là la Chine, les États-Unis d'Amérique, l'ensemble de l'Europe, mais aussi des pays comme le Koweït, comme les Émirats arabes unis ou le Qatar ou l'Arabie saoudite, mais également des pays comme l'Inde ou comme l'Australie. Mais ce sont les effets de ce dérèglement climatique sont les plus difficilement colmatables ou les plus difficilement on peut réagir, là où on réagit le plus difficilement face à ces dérèglements, c'est dans les pays les plus pauvres et notamment les pays africains, à partir de ces pays à partir desquels donc on a vu un certain nombre de mouvements de migration en raison donc des changements climatiques. Mais je reviendrai à l'Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, jeudi prochain. Tous ces éléments-là réunis vont conduire à des effets sur la mobilité humaine. Les gens vont se déplacer pour chercher un meilleur travail ailleurs, un meilleur salaire ailleurs,
Vous savez que dans le temps, les Philippins ou les Indonésiens ou les Pakistanais allaient travailler en Arabie, allaient travailler au Koweït, allaient travailler en Qatar, allaient travailler aux Émirats Arabes Unis. On savait depuis les années 60 que des migrants, des citoyens du Sénégal, du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie allaient travailler pour permettre la reconstruction de l'Europe après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et surtout depuis le début des années 60. C'était des migrations qu'on estimait presque normales, puisque là, il y avait un excédent de main-d'œuvre et puis surtout un déficit d'emploi sur les marchés du travail local. Et puis de l'autre côté, il y avait des besoins importants, notamment en force physique. Et donc, c'était des déplacements considérés globalement comme normaux. Puis après, avec cela, il y avait aussi des déplacements du nord vers le sud, du nord vers le nord, de personnes qui cherchent à travailler, à vivre mieux ailleurs, des Français qui vont dans le reste de l'Europe ou qui viennent au Canada ou aux États-Unis pour vivre, pour avoir de meilleurs salaires, de meilleurs revenus, des Anglais qui circulent un peu partout et dont on estime aujourd'hui leur nombre à près de 10 à 15 millions de personnes. Ils circulent un peu partout sans qu'on sache exactement où ils sont, justement parce qu'ils sont en liberté de circulation un peu partout dans le monde. Puis tout cela fait que aujourd'hui, mais puis progressivement, d'autres éléments sont intervenus avec les différents changements dont j'ai parlé tout à l'heure. On en est arrivé aujourd'hui à avoir à peu près en 2020, la veille de la crise sanitaire, à peu près 281 millions de personnes qui vivent hors de leur pays de façon permanente ou quasi permanente. Ça représente à peu près 3% de la 3,6 à presque 4% de la population mondiale à l'heure actuelle. Mais surtout, ce qui est important, c'est l'accélération de ce mouvement, puisque cette population de 281 millions en 2020 représente à peu près 120 millions de plus par rapport à ce qui se passait en 90, c'est-à-dire 30 ans plus tôt, et puis presque 3 fois ce qui s'est passé en 1970. On pourrait presque dire que c'est quelque chose, ou c'est un processus qui accompagne la globalisation du monde, la globalisation de l'économie, avec les signatures des accords du GATT de 1994, justement au Maroc. J'y reviendrai plus loin ou plus tard. Et puis après, l'accélération des phénomènes a fait que les éléments dont je viens de parler, de conflictualité, de guerre civile, de guerre régionale, de guerre locale, en tant qu'à peu près 51 millions de personnes, ce sont en déplacement forcé, sont des réfugiés déplacés notamment par la guerre ou par les conséquences du réchauffement climatique. Et là, c'était en 2021, on n'a pas encore parlé de la guerre d'Ukraine, la guerre en Ukraine qui va générer ou qui va provoquer un nombre de déplacements de 7 millions de personnes hors de l'Ukraine. Et puis, depuis peu, cette guerre qui prévaut au Soudan, cette guerre civile qui prévaut au Soudan, après la première guerre du Soudan, qui est la guerre de sécession du Soudan du Sud, et la guerre du Darfour des premières années de ce siècle. Donc, tous ces éléments-là vont conduire à cette mobilité ou à ce nombre important de personnes vivant aujourd'hui hors de leur pays. Alors, on a souvent tendance aujourd'hui, lorsqu'on parle à partir de pays comme la France ou comme le Danemark ou comme l'Autriche ou comme la Suède, pays scandinaves, ou comme la Grande-Bretagne, on a tendance à croire que les migrants, la menace migratoire la plus importante vient d'Afrique. Ce sont les Africains qui migrent le plus, et c'est un peu ce que certains disent. Ça avait été évoqué à un moment dans les entretiens, dans les accords qui avaient été signés entre Berlusconi dans les années 2008-2009 et l'ancien dictateur libyen Kadhafi. À ce moment-là, le Libyen parlait du péril noir qui menaçait Rome, qui menaçait l'Italie, qui menaçait l'ensemble de l'Europe. Et à partir de là, il a pu avoir un accord avec Berlusconi, l'ancien président du Conseil italien, d'un marché de près de 25 milliards d'euros pour pouvoir financer un certain nombre d'activités. Alors, c'est un certain nombre de projets et d'investissements sur le sol libyen. Mais on découvre en fait que le mythe de la migration, le mythe de l'invasion à partir de l'Afrique n'est qu'un mythe.
n'est qu'un mythe pour une raison toute simple, c'est que la plus grande partie de la mobilité africaine se fait sur le continent africain, entre pays africains. Je pense notamment au Congo démocratique, à l'Ouganda, Rwanda et toute la partie centrale de l'Afrique, mais aussi entre le Soudan et l'Égypte, entre le Soudan et l'Éthiopie, entre l'Éthiopie et le Kenya, et ainsi de suite. Une petite partie seulement une petite partie justement de ces mobilités concerne le reste de la planète, et on découvre que les pays de départ les plus importants sont d'abord l'Asie. C'est d'abord l'Asie, c'est l'Inde, c'est la Chine. C'est l'Inde, c'est la Chine, c'est le Pakistan, c'est les Philippines, mais c'est aussi depuis peu l'Afghanistan, avec les éléments dont je viens de parler. C'est ensuite l'Europe, selon les statistiques dont je dispose pour l'année 2017. Globalement, c'est l'année 2021. Pour 2017, il y a plus de détails. C'est l'Europe, c'est les citoyens européens qui circulent en deuxième lieu. D'où vient-il? C'est donc 64 millions d'Européens qui vivent hors de leur pays. Puis après, nous avons en quatrième position, nous avons l'Afrique, 38 millions. Pour l'Amérique du Nord, c'est à peu près 50 millions. 50 millions entre États-Unis d'Amérique, Canada, qui circulent un peu partout dans le monde. Et puis pour l'Afrique, c'est 38 millions qui se trouvent hors de leur pays, pas hors de l'Afrique, mais hors de leur pays respectif. Et puis on a l'Amérique latine, 39 millions. Puis après, en fin de parcours, nous avons l'Océanie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui représentent très peu dans la mobilité internationale, aussi bien en termes d'accueil qu'en termes de départ. Donc, ça permet de mettre un peu en perspective ces mouvements à l'international où on voit que ceux qu'on peut désigner aujourd'hui comme les principaux partants ne sont pas les principaux partants et que les migrants viennent essentiellement d'Asie et puis ensuite d'Europe. La Méditerranée dans tout cela, parce que c'est un espace de contact entre plusieurs mondes. Le monde arabo-musulman, le monde chrétien, le monde brun ou blanc et le monde noir. Le monde peu développé ou sous-développé ou pauvre et le monde riche ou relativement riche. Le monde institutionnellement bien organisé, démocratique, et le monde qui vit sous dictature, avec un S au pluriel, sous différentes formes, du nord jusqu'au sud de l'Afrique, avec peut-être une exception de l'Afrique du Sud. Il y avait une exception au Sénégal, elle est en train de voler en éclats. Mais d'une certaine façon, on a ces configurations. Également, entre un monde qui vieillit et un monde encore jeune. Parce qu'on voit la pyramide des âges entre Européens et Africains, aussi bien Africains du Nord que Africains du Sud du Sahara. Mais évidemment, on a cette dichotomie totale entre une population où la partie la plus jeune de la population, soit la population de moins de 30 ans, représente la majorité de la population, alors que vers le Nord, dès qu'on dépasse la Méditerranée, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Grèce, en France, en Allemagne, on a cette population qui vieillit, d'où d'un côté une recherche de travail, une recherche pour aller travailler, puisque le travail, entre parenthèses, manque là où il y a le plus de jeunes, et puis de l'autre côté, une volonté d'avoir des jeunes pour faire face aux besoins du marché de l'emploi. Et tant qu'à faire aujourd'hui, avoir des jeunes mieux formés, plus compétents, des jeunes qu'on choisit, d'où la notion de migration choisie. Migration choisie, on va choisir non pas les plus gros, on va choisir les plus compétents en termes de journalistes, en tant que journalistes, que sportifs, que coureurs, que footballeurs, mais aussi en tant qu'experts, en tant qu'industriels, médecins, infirmiers, ingénieurs. Et lorsqu'on voit les données relativement à cette évolution de la situation socio-démographique des migrants aujourd'hui partant des pays du Sud, d'une façon globale, on voit une tendance
de plus en plus importante vers, d'un côté, la féminisation, mais surtout l'apparition de catégories à formation supérieure qui répondent mieux aujourd'hui aux besoins des marchés de l'emploi à l'international. Lorsque je dis à l'international, du Canada, États-Unis d'Amérique, tout l'ensemble des pays, l'ensemble des pays de l'OCDE qui sont aujourd'hui en concurrence pour pouvoir attirer les plus performants, les meilleurs cadres, les meilleures ressources humaines en mesure de stabiliser leurs demandes, de stabiliser leur marché de l'emploi et aussi de financer leur caisse de sécurité sociale. Et c'est depuis peu qu'on entend parler de cette recherche de ressources humaines pour faire face à ces marchés sous tension, à ces situations d'emploi sous tension. Et on a une concurrence vive, aussi bien entre les Coréens que les Chinois, que les Japonais, que les Allemands ou les Français ou les pays d'Amérique du Nord pour avoir donc le meilleur à travers la planète. Mais ce choix, cette population choisie ou cette migration choisie a comme contre le revers de la médaille une migration dont on ne veut pas. Le problème, c'est qu'il y a un léger paradoxe, c'est que lorsqu'on choisit les meilleurs, on prive les pays de départ de ressources importantes pour se développer. Donc, on prive ceux qui n'ont pas d'emploi et de compétences de ressources pour pouvoir rester chez eux. Et on en prend, moins on en laisse. Dans le temps, on en prenait de matières premières, de ressources minérales, de ressources liées à la terre ou aux richesses physiques. Désormais, on en prend aux ressources humaines. C'est presque une extraction, puis on demande à ceux d'où ces personnes viennent, aux responsables des pays d'où ces personnes viennent, de prendre en charge les migrants non choisis. On prend les non choisis, puis on laisse de côté les migrants. Il y a un problème, un paradoxe là, quelque part qui doit être posé et quelque part qui doit être résolu d'une façon ou d'une autre. Puis après, on a cette Méditerranée qui est le lieu où se répercutent pratiquement toutes les guerres limitrophes. Évidemment, la guerre des Malvines est un peu trop lointaine. Ce qui se passe dans l'Indo-Pacifique est un peu trop éloigné, quoique parfois ça peut avoir des effets sur notre région. Mais toutes les guerres d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Europe de l'Est, aujourd'hui l'Ukraine, on peut considérer que la guerre d'Ukraine est un peu liée à la première guerre d'Afghanistan. Quelque part, les Russes sont en train d'essayer de prendre, entre parenthèses, leur revanche. Et bien évidemment, c'est une guerre qui a eu déjà des effets importants, notamment sur les pays du Sud, et qui a aggravé la situation de nombre de pays comme le Liban, comme la Syrie, comme la Tunisie, qui se retrouvent en situation de quasi-faillite parce que les importations d'un certain nombre de ressources, notamment de ressources alimentaires, sont devenues tellement chères que les pays se sont trouvés incapables de les financer. Évidemment, le Liban, il y a d'autres motifs, mais la guerre d'Ukraine, on a ajouté un autre, on a ajouté, si on peut dire, on a rajouté une couche, mais une situation comme celle de la Tunisie est fortement liée à ça. Et ce qui s'est passé en matière migratoire en Tunisie vers la fin du mois de février dernier est également lié d'une certaine façon à ça, puisque la crise, en face d'une situation de crise économique et sociale qui s'exacerbe, beaucoup d'États cherchent des boucs émissaires et il n'y a pas de bouc émissaire aussi facile que les migrants, d'où l'usage par les autorités tunisiennes, pour ne pas dire par le président tunisien, de cette notion empruntée à l'extrême droite européenne de la notion du grand remplacement. La grande population tunisienne par des populations noires, comme il en a parlé dans un communiqué du 21 février 21 février dernier. Les guerres étrangères, c'est la guerre d'Afghanistan. La première, puis la deuxième. La deuxième guerre, c'est celle de l'Irak. Celle de l'Irak. Et puis après, il y a ces guerres. On a parlé pour la guerre d'Afghanistan. C'est une guerre forcée. On a poussé les Russes, les Soviétiques à y aller. Après, en 2001, c'était peut-être une guerre de choix. Une guerre préventive. Soit punitive, soit préventive. Mais en tous les cas, pour l'Irak, ça a été une guerre préventive. Je reviens de suite par la suite. On a dit qu'il y avait des armes de destruction massive.
il n'y avait pas la preuve qu'il y avait des armes de destruction massive. On a dit que l'Irak a contribué à la destruction de l'Empire State Building et des attaques sur Washington et sur d'autres sites américains. Il n'y avait pas eu la preuve que ces gens sont venus d'Irak ou étaient financés ou étaient entraînés par l'Irak. Mais pour autant, il fallait choisir une guerre. Et on a mené la guerre, avec toutes les conséquences. Puis après, il y a eu ces guerres civiles ou guerres à participation étrangère. Parce qu'il est difficile de parler en Syrie de guerre civile. On a pratiquement toute la panoplie des forces extérieures, l'OTAN, les Américains, les Français, les Iraniens, les Saoudiens, les Qataris, les Émiratis, chacun y mettant de son grain de sable jusqu'à faire en sorte qu'un pays d'où personne ou presque ne partait jusqu'aux années 2011, c'est près de 6 à 8 millions de personnes qui ont quitté ce territoire. Ce n'est pas l'envie qui les a pris, pas la volonté d'aller vivre ailleurs, c'est juste parce qu'on les a poussés à partir. Les réfugiés sont des migrants forcés. Des guerres dont on ne prévoit pas les conséquences provoquent, beaucoup parmi vous ont dû voir ce film de Charlie Chaplin, Les temps modernes. Les temps modernes, pour pouvoir avoir un travail, pour pouvoir réparer les vitres cassées, il fallait envoyer quelqu'un pour casser les vitres. Charlie Chaplin, c'est l'idée d'un petit gamin qui cassait les vitres, puis il passait réparer. Là-bas, on casse une nation, puis après on laisse faire. On laisse faire, on dit, tiens, ça allait. C'est une guerre de choix. C'est une guerre de choix qui a provoqué donc la guerre de Syrie. Puis après le Yémen, pareil, c'est une guerre civile, mais avec présence internationale. Les Iraniens d'un côté, les Saoudiens de l'autre, mais des armements français, américains, parce que s'il n'y a pas d'armement, il n'y a pas de guerre. Et qui profitent des armements, ceux qui les vendent, les pays qui les vendent. Vous avez dû voir lorsque le président de l'ancienne administration américaine Trump est parti en Arabie Saoudite, parmi les trophées qu'il a présentés, c'est 600 milliards d'armements que l'Arabie Saoudite avait promis d'acheter au complexe industriel américain. Sauf qu'après, il y a des réfugiés, il y a des dégâts humains importants. Et cela va apparaître sur les circuits du rapport. Et après, il y a la guerre de Libye, décidée sans accord des Nations Unies par la France, par Tony Blair, avec le soutien tacite des Américains. Et puis, on va tuer un dictateur dont on savait auparavant qu'il était dictateur, mais qu'on ne s'était pas empêché de recevoir avec sa grande tante Qaïda à Paris vers l'année 2007. Et puis tout d'un coup, il est devenu dictateur. Il fallait le tuer par une exécution extra-judiciaire pour cacher autre chose dont il est question aujourd'hui en France devant le tribunal. Mais surtout, on n'a pas prévu de plan B pour protéger les armements. Lesquels armements, une fois qu'ils se sont retrouvés entre les mains de tout l'ensemble de ces rebelles, ils ont créé depuis 2015, depuis 2014-2015, toute cette zone d'incendie véritable qui va de Burkina Faso au Mali, au Niger, en République centrafricaine et ainsi de suite, pour une raison ou une autre, lesquels les motifs sont aujourd'hui à l'origine du renforcement des migrations à partir du continent africain. Puis après, il y a des déstabilisations de pays entiers. Le Liban, c'était la Suisse du Moyen-Orient. La Jordanie a été déstabilisée par l'accueil de 2 à 3 millions d'Irakiens qui ont fui la guerre de 2003. Et aujourd'hui, il est parmi ceux qui accueillent le plus de réfugiés et de migrants de la région. Or, le Jordanie, c'est un pays pauvre, un pays où il n'y a pas d'eau, très peu d'eau. Et évidemment, c'est un pays qui risque à son tour de sombrer dans la crise économique et sociale. Et le Liban, on voit ce que ça a donné depuis quelques années avec ses départs, pas seulement de Libanais, de communs des mortels, mais aussi de cadres supérieurs et de compétences libanaises qui sont partis un peu partout vers l'Europe, vers l'Amérique du Nord. Les guerres d'Afghanistan, je viens d'en parler.
Et ce conseiller d'origine est-européenne, il a tout simplement conseillé, il faut donner à la Russie un cadeau, la guerre du Vietnam. Ça va durer 9 ans, 10 ans. Et les Russes en sont sortis défaits, disloqués en 1991, humiliés comme dirait quelqu'un d'autre, avant qu'il ne le répète aujourd'hui. Et puis de l'humiliation est venue toutes les attaques que Poutine a menées depuis 2008 en Géorgie, en Crimée, à l'est de l'Ukraine, puis depuis le 24 février 2022 sur l'Ukraine, en provoquant 7 ou 8 millions de réfugiés, le départ de 7 ou 8 millions de réfugiés, sauf que là se pose un petit problème et je reviendrai par la suite. Les réfugiés, lorsque vous allez voir, pour ceux qui font de la recherche sur ces sujets, le lien entre la guerre ou les conflits locaux et les réfugiés ou la mobilité forcée ou les départs forcés, vous allez voir les données de Frontex, de cette agence européenne de protection des frontières extérieures. Bizarrement, les Ukrainiens ne sont pas cités comme réfugiés. Il n'en est pas question dans leurs données. Dans les données, c'est comme si soit ils ne sont pas considérés comme réfugiés, or ils le sont, soit qu'on considère que des réfugiés européens ne sont pas des réfugiés. Et donc, c'est des gens qui sont chez eux en Europe. D'où ce sujet auquel, souvent évoqué par beaucoup, de 2 poids 2 mesures en matière d'accueil de migrants, en matière de réception de migrants. Selon que vous êtes blanc, yeux bleus ou noir, à cheveux crépus, vous ne serez pas reçu de la même façon, même si vous êtes chassé par la guerre. Même si vous êtes chassé par la guerre provoquée par quelqu'un qui vous voulait a priori du bien et qui finalement a causé les catastrophes dont on parle. La guerre d'Irak, la voilà, 2003. Vous avez dû suivre ces interventions de Dominique de Villepin, l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité des Nations Unies, sur le mois de février 2003, puis le président français, ancien président français, celui qui est grand de taille, mais aussi grande de perception, de perspicacité dans son ensemble. Il y avait, entre parenthèses, ce qu'on appelait, qualifié de politique pro-arabe, en fait, d'équilibre dans la région, parce qu'il savait de quoi il retournait dans la région. Il savait que cet Orient était un Orient complexe, comme disait son prédécesseur Charles de Gaulle. Il savait qu'en touchant à un point quelconque de ce magma, tout allait exploser. Et d'où le fait qu'il ait voté, qu'il ait actionné le droit de veto de la France au Conseil de sécurité, d'où le fait qu'il ait refusé, avec d'autres responsables, à l'époque, le chancelier allemand Gerhard Schröder, et à l'époque, pour d'autres motifs, le président Poutine déjà, il va être vexé justement par cela et un autre élément qui va le pousser à aller vers l'aventure qu'il a entreprise depuis 2022. Il ne fallait pas mener la guerre. On a mené la guerre. Et puis à partir de là, il y a eu tous les éléments qui ont cumulé progressivement. La mobilité forcée, bien sûr, les déplacements forcés des hommes et des femmes, bien évidemment, irakiens, syriens, jordaniens, libanais, yéménites et ainsi de suite. Et puis après, il y a l'action le renforcement du terrorisme. On l'a entretenu, on l'a maintenu, on l'a fait d'abord avec, comme j'ai dit, la première guerre d'Afghanistan. Puis après, on a eu cette présence d'Abu Ghraib. On a eu ces attaques injustifiées où près de 800 000 à 1 million de personnes ont été tuées sans aucune réaction à l'international pour dire qui est le coupable à la fin du parcours, puisqu'un pays a été détruit, des personnes ont été tuées. Évidemment, cela a alimenté les mouvements intégristes, les mouvements terroristes, les mouvements djihadistes, avec la création de l'État islamique à partir de l'année 2014 et tous les phénomènes qui sont suivis un peu partout en Europe, dans le pourtour méditerranéen, mais partout en Europe, en Grande-Bretagne, en Belgique, en France, avec les attentats en Allemagne,
avec tous les attentats qui ont été attachés à la mouvance radicale islamiste. Ces éléments se retrouvent dans les statistiques migratoires. Et on a cette année de déflagration globale qui est l'année 2015 avec 1,8 million de réfugiés ou de migrants réguliers ou irréguliers qui ont été recensés par cette agence de l'Union européenne Frontex pour l'année de 2015. 1,8. Ce ne sont pas tous des Syriens, ce ne sont pas tous des Irakiens, ce ne sont pas tous des Yéménites, sauf que, évidemment, comme si je puis m'exprimer ainsi, une voie d'eau s'est ouverte, et évidemment, l'ensemble s'est engouffré dans cette voie d'eau, et puis tous ceux qui n'avaient aucune envie de migrer se sont dit, tiens, le passage par l'Est européen, le passage par la Syrie, puis par la Turquie, puis après, en allant vers l'Allemagne et vers les pays scandinaves, est devenu facile, tout le monde s'est agglutiné vers, et même ceux qui n'avaient pas envie de se déplacer, ont commencé à se déplacer. Tout ce phénomène, cette explosion de 2015, avec 1,8 million d'arrivées, essentiellement en Europe, essentiellement en Allemagne, entre 1 million et 1,2 million de personnes. L'Allemagne, à l'époque, était dirigée par une femme, Angela Merkel. Angela Merkel vient de l'Allemagne de l'Est. Elle savait ce que coûtait la pauvreté, la misère, la migration. Et puis, elle était probablement très efficace parce qu'elle a vu que dans ces jeunes qui venaient, dans ces populations qui venaient, beaucoup étaient très jeunes, étaient des écoliers, des lycéens, de jeunes ingénieurs, de jeunes médecins. Elle les a reçus, elle les a intégrés. Et aujourd'hui, ils contribuent pour une bonne partie de la croissance allemande, intégrés par l'allemand, un peu partout. Lorsqu'on va en Allemagne, on ne voit pas qu'il y a des migrants syriens, tellement ils sont intégrés, tellement. L'Allemagne avait sauvé l'honneur de l'Europe à cette époque-là. Parce que très peu voulaient aller ailleurs, et même ceux qui voulaient aller ailleurs étaient empêchés d'y aller. Et on a vu des familles françaises ou des familles suédoises ou danoises ne demander à recevoir que des familles chrétiennes. Chrétiens, non. Les autres, on n'en veut pas. Donc, on a eu, ça a culminé, la crise migratoire de 2015. Il va avoir un certain ensemble de conséquences par la suite sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan des rapports entre l'Union européenne et le reste de la région, et aussi à l'intérieur de l'Union européenne, puisque ça, c'est les sources de ce tableau. Et puis, on va voir qui c'est qui a contribué de ces mouvements. Comme je viens de le dire, en 2011, il n'y avait pas la guerre civile en Syrie commençait à peine. Mais il n'y a que 76 personnes qui ont quitté par mer la Syrie, selon les statistiques de Frontex. 4 ans plus tard, ils sont près d'1 million de personnes, 1 demi-million de personnes. Parmi ces demi-millions de personnes, on a ce petit enfant, Aylan, qu'on a vu en photo couché sur le sable quelque part entre la Turquie et la Grèce. Et après, on a les déplacements par mer à travers les différents pays des Balkans. Et c'est 90 000 personnes. Les Irakiens, effet de la guerre, c'était le pays le plus riche du Moyen-Orient, l'un des plus riches en ressources humaines, l'un des plus pauvres. Le système était contre l'intégrisme, contre l'idéologie, était contre tout ce qui est attaché à ce qu'on pourrait qualifier d'idéologie religieuse ou islamiste, avec un nombre important de femmes qui travaillaient, avec un secteur de recherche important. Et après la guerre, on a vu les déplacements de personnes à l'intérieur de l'Irak, mais aussi à l'extérieur de l'Irak, avec surtout des pays les pays de la région qui ont reçu ces réfugiés irakiens, la Syrie, la Jordanie, mais très peu sont allés vers les pays occidentaux. C'est-à-dire que l'attirance n'était pas nécessairement vers ces pays. Et puis après, on a les Afghans.
310 personnes par mer qui ont traversé vers l'Europe en 2011 et 212 en 2015. C'est cette idée de, il y a eu une option, une possibilité, il fallait y aller et les avants s'en sont mis de la partie et donc ont renforcé aussi bien par la route que par les mers le flux de migration, sur lequel flux évidemment va s'arrêter un peu avec l'arrivée des talibans en 2021, mais pour autant, la volonté de quitter ce pays demeure importante en raison de la situation économique et politique désastreuse qui est vécue aujourd'hui par les populations afghanes, notamment par les femmes afghanes. Alors maintenant, on a tendance souvent à croire que ce sont les pays occidentaux et les pays européens qui accueillent le plus de migrants. Sauf que dans les faits, c'est pas ça. Dans les faits, c'est un petit pays comme le Liban qui reçoit à peu près le quart de sa population en migrants extérieurs, en réfugiés, syriens, irakiens, yéménites et autres. Et puis aujourd'hui, le Liban est attaqué de toutes parts, de l'intérieur, de l'extérieur. Évidemment, il y a des problèmes institutionnels importants, il y a des problèmes politiques importants, il y a des problèmes de corruption importants dans le pays. Mais pour autant, c'est une zone d'influence ou une zone où chacun veut garder une influence particulière. De France, parce que c'est elle qui est à l'origine de la création du Liban en 1923, mais depuis peu l'Iran, avant cela la Syrie, maintenant l'Arabie saoudite. Et donc ce jeu à l'international entre les intérêts de plusieurs puissances fait que vous avez un pays qui est en train de se disloquer et une espèce entre deux guillemets de paradis dans la région. Il est devenu un repoussoir pour toute la population de ce pays, du pays lui-même. Et puis après, vous avez la Jordanie, pays exempt, qui reçoit ces 1,3 million de Syriens, mais aussi avant les 2 ou 3 millions d'Irakiens et les Yéménites et d'autres nationalités. Qu'est-ce qu'on fait si demain la Jordanie également implose, avec là aussi quels effets cela va avoir sur la région méditerranéenne? Et puis les effets qui s'enchaînent. D'abord les effets humains. On estime que depuis 2014 jusqu'à la fin 2022, à peu près 20 000 personnes se sont noyées en Méditerranée. Par paquet de 300, 400, si je puis dire, 400, 500, 400, par petits groupes. Puis après, vous avez eu ce naufrage qui s'est passé au mois de novembre de l'année 2021 entre la France et la Grande-Bretagne, où 27 migrants venus d'Irak, notamment kurdes irakiens, avec ce couple, ou cette dame qui allait se marier. Et puis, on en a découvert que les marines, aussi bien françaises qu'anglaises, ont refusé d'intervenir pour protéger ces personnes naufragées. Donc, il y a des poursuites en France parce qu'il a été certifié que les gardes-côtes français avaient refusé de porter secours à ce bateau, attendant qu'il soit dans les eaux anglaises. Mais en attendant, là, plongé, et c'est le plus grand drame de la migration dans la zone au cours de toute l'histoire de la région. Après, on a la montée en puissance de l'extrême droite. En fait, en Europe, vous avez deux droites. La droite normale, la droite traditionnelle, la droite classique, la droite qu'on aime, si je puis dire entre deux guillemets, celle qui aime l'ouverture des marchés, celle qui aime aller sur les marchés. C'est la droite, on va dire, qui est guidée par Bolloré, qui est guidée par Castel, qui est guidée par de grands groupes pétroliers ou de grands groupes qui va chercher des marchés ailleurs, notamment en Afrique, mais qui aussi a un besoin de la main-d'œuvre sur le marché continental. Puis vous avez l'extrême droite. L'extrême droite, non, on ne veut pas de migrants. Et donc, c'est le Front National, aujourd'hui Rassemblement National en France, c'est Vox en Espagne, c'est cette nouvelle droite allemande, c'est les droites extrêmes qu'on a vu prospérer aujourd'hui dans les pays scandinaves, c'est l'extrême droite également en Autriche. Cela va être renforcé justement par cette
ces présentations de chiffres souvent tronqués par cette présentation de ce qu'on appelle le mythe de l'invasion migratoire sur le continent européen pour prendre, et aujourd'hui, la menace est grande pour qu'un pays aussi important que la France soit dirigé demain par une personnalité venue de la droite extrême. On verra ce que ça va donner, mais les migrations telles qu'elles sont présentées ont été à l'origine de ce type de phénomène. Puis après, vous avez la flagrance des comportements des États selon l'approche des 2 poids 2 mesures. Lorsque vous êtes ukrainien, vous pouvez venir en France, en Allemagne, en Belgique, vous installer là où vous avez envie, là où on vous reçoit, vous pouvez circuler gratuitement, vous avez l'aide médicale d'État, vous pouvez rester autant que vous voulez. Mais lorsque vous êtes maghrébin, brun, non. Lorsque vous êtes sénégalais, noir, non. Lorsque vous êtes gabonaise, noire, pareil. Par contre, si vous êtes une bonne journaliste, si vous faites bien rigoler les gens, si vous marquez beaucoup de buts, là, vous êtes... ça marche. Et puis après, on a l'instrumentalisation des migrants dans les conflits entre Européens. On a dû voir ce qui s'est passé au cours de l'été 2021 entre la Bélarus, l'Ukraine et la Pologne. Avec ces centaines de personnes, on ne peut pas parler de migrants, qui étaient bloqués dans les forêts de l'Est européen, que les responsables de la Bélarus allaient chercher à les payer, à les financer en Irak et ailleurs pour leur dire « Venez, il y a de la place pour vous en Europe, on va vous laisser passer. » Puis après, ils arrivent et bien évidemment, ils ne passent pas. Et puis après, on a la Manche qui devient la Méditerranée. Il y a eu ce drame, il y a eu beaucoup d'autres drames, mais après, on va voir que le comportement d'un État comme la France va devenir similaire à la situation qu'on retrouve aujourd'hui entre les pays européens et les pays sud-méditerranéens, notamment avec la Tunisie et le Maroc. La France se fait payer, 6e puissance économique mondiale, se fait payer par les Anglais pour pouvoir protéger les Anglais de ces Afghans et autres Syriens et autres nationalités qui déferlent sur la Grande-Bretagne, alors même que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne depuis quelques années. Et donc voilà, à la France comme le Maroc. On a souvent reproché à des pays comme la Tunisie ou le Maroc de faire les gendarmes de l'Europe, d'être payés pour surveiller leurs frontières, de faire en sorte que leurs frontières soient les frontières extérieures de l'Europe. Or là, nous avons ce cas particulier. Est-ce que ça s'analyse? C'est intéressant. C'est intéressant à voir et comment les Anglais vont devoir verser au cours des 4 prochaines années, en fait, entre aujourd'hui, en 2023 et 2026, la bagatelle de près de 600 millions d'euros pour protéger les frontières extérieures de la Grande-Bretagne. Et ça explique en partie ce naufrage dont j'ai parlé tout à l'heure du mois de novembre 2021. Et évidemment, c'est cet accord qui vient d'être signé après une visite importante au chef d'État du nouveau Premier ministre anglais en France le 10 mars dernier. Ce n'est pas 0, c'est le 10 mars 2023. Merci, Sinac. Effet politique, très rapidement, pour essayer peut-être d'ouvrir ce sujet au débat. On a d'abord l'accord de l'Union européenne de 2016, où l'Union européenne va verser à la Turquie 6 milliards d'euros. L'idée, c'est que la Turquie arrête de fermer ses frontières. Et puis, la demande turque, c'était de pouvoir recevoir les Syriens dans des conditions dignes d'accueil. Donc là aussi, la Turquie a reçu entre 2 et 3 à 4 millions de personnes. La plupart sont restés à la frontière, là où il y a eu ce tremblement de terre du mois de février dernier. Et la Turquie a continué à occuper une partie du nord de la Syrie, mais avant cela, a occupé des villes importantes du nord syrien.
et ben, la plupart de ces migrants, beaucoup de ces migrants se sont déplacés vers la frontière turque, vers le territoire turc, en portant avec eux leur industrie, leurs équipements. Il y a eu toute une ceinture d'activités dirigées, financées par les Syriens avec des équipements venus du nord de la Syrie. Alors que la Turquie, qui cherchait à entrer en Europe jusqu'au début du siècle actuel, avait pour priorité de n'être en conflit avec aucun autre pays de la zone, de la région. Or, évidemment, la Turquie est devenue un facteur ou un élément de troupe supplémentaire dans cette région, mais pas seulement. On va voir les Turcs également sur le continent africain. Après, on a une nouvelle politique migratoire européenne. Cette nouvelle politique migratoire européenne, c'est celle dont j'ai parlé tout à l'heure. Grosso modo, le principe, c'est l'immigration choisie. On reçoit les migrants qu'on veut et vous bloquez les migrants qu'on ne veut pas. L'aide, entre parenthèses, économique de l'Europe, les accords d'association ou les accords économiques et sociaux de toute nature avec les pays africains ou avec d'autres pays se font sur la base de l'accord pour suivre ce que l'Europe veut en matière migratoire, et puis renforcement de cette agence de frontières extérieures qui est devenue aujourd'hui presque un État dans l'État, avec toutes les problématiques qu'on a pu constater dans la gestion des flux migratoires dans les mers grecques, mais aussi sur le territoire grec avec ces refoulements hors même la loi européenne. Et puis aussi ces tentatives de signer des accords de réadmission avec l'ensemble des pays dont on considère qu'ils sont des pays importants de départ, avec les Marocains, avec les Algériens, avec les Tunisiens, avec les Sénégalais, avec les Nigérians. Certains réussissent, d'autres pas. Certains pays acceptent, d'autres pas, soit en raison des pressions extérieures, soit en raison de leur intérêt, de l'intérêt qu'ils voient dans la chose. Et puis on a aujourd'hui les interférences entre les Italiens et les Libyens. La fin de la dictature en Libye, mais aussi le chaos sécuritaire en Libye depuis 2011. Avec aussi des migrants qui deviennent des esclaves vendus sur des marchés d'esclaves. L'année 2014, 2015, 2016. Un pays tenu par des bandes armées, par des milices. Mais c'est vers ce pays que les Italiens aujourd'hui envoient la plupart des migrants qu'ils arrêtent en Méditerranée, considérant que la Libye serait devenue un pays sûr. Et donc nous avons aujourd'hui ces interférences politiques entre maintenant l'extrême droite arrivée au pouvoir avec Meloni en Italie, et puis il y avait les mêmes interférences qui se produisaient lorsque l'autre gouvernement d'extrême droite avec Matteo Salvini s'est installé en Italie entre 2017 et 2018. Puis surtout, on voit aujourd'hui que les Italiens sont les principaux défenseurs pour le 2 points qui suit d'un accord éventuel entre le Fonds monétaire international et la Tunisie, considérant que la faillite de la Tunisie entraînerait la faillite de l'État tunisien, entraînerait de nouveau un chaos sécuritaire en Tunisie, avec tous les effets que cela pourrait avoir. Et donc, l'idée, c'est que des pays comme la Tunisie ou même le Maroc sont considérés aujourd'hui comme des simples portes de migration vers l'Europe, en Méditerranée, à fermer d'une façon ou d'une autre, soit par l'intermédiaire d'aides financières, par l'intermédiaire de supports militaires, ou tout simplement par l'intermédiaire de pressions autres, notamment sur des instances financières internationales, pour aider ou ne pas aider un État qui collabore ou qui ne collabore pas avec les politiques de l'Union européenne. Et après, nous avons ces divers accords avec le Maroc. Je parle de la Tunisie et du Maroc, de la Libye, étant donné que nous sommes en Méditerranée. Les accords avec le Maroc sont des accords évidemment de longue date, mais on cherche à faire signer au Maroc ces accords de réadmission, que le pays reçoive tous les migrants dont on suppose qu'ils sont passés par le territoire marocain. Évidemment, c'est là un point d'achoppement sur lequel l'accord n'est pas encore intervenu, mais pour autant, le Maroc a mis beaucoup de moyens humains, matériels, financiers
justement pour faire en sorte que la frontière sud-européenne soit protégée, ce en quoi il est d'une certaine façon parvenu. Il est parvenu pour limiter le départ des migrants, mais il est parvenu aussi par un autre moyen, c'est par l'instauration de nouvelles politiques migratoires depuis l'année 2013, les années 2013-2014. On a beaucoup insisté, ce qui est nouveau en Afrique du Nord et sur le reste du continent africain, on a beaucoup insisté sur le volet intégration, pour de garder, de protéger, plutôt que sur la notion de bloquer ou de faire barrière de faire barrage entre le continent africain et le reste du pourtour méditerranéen. Je vais peut-être m'arrêter là. Il y a la deuxième partie sur l'Afrique, sur l'environnement, après-demain, mais évidemment, chaque thème, c'est un sujet à la recherche, chaque sujet, c'est un élément, mais pour revenir à ma conclusion sur ce volet-là, c'est que la situation aujourd'hui migratoire dans cette région-là est le fait, comme le changement climatique, le fait des hommes, le fait de George Bush, le fait de Tony Blair, le fait de Sarkozy, aujourd'hui d'autres présidents, le fait de Silvio Berlusconi, le fait de Kadhafi et d'autres personnes qui ont instrumentalisé, non pas la migration, mais la personne humaine pour qu'elle soit un instrument de négociation, un instrument de dialogue, un instrument de pression des uns sur les autres. Et aujourd'hui, j'en ai déjà parlé lorsque Caroline Guimond nous a invités en mois de mars dans cette même ville. Aujourd'hui, ce matin même, j'ai lu un papier du Monde qui parlait de l'influence militaire française en Afrique. Et qui un peu, il versait les commentateurs cités versaient un peu de larmes sur ce sujet parce qu'ils considèrent que si l'influence française disparaissait de l'Afrique, c'est des marchés militaires, des marchés d'armement qui vont disparaître. Et c'est l'industrie militaire française qui ne pourra plus faire face à cette loi de programmation militaire française qui a été signée, qui a été validée depuis peu, et qui porte sur à peu près 415 milliards d'euros. Et l'on sait que dans toute industrie, si vous n'arrivez pas à couvrir les frais fixes par un marché très large, cela peut vous coûter très cher. Or, pour avoir des frais fixes qui sont répartis sur plusieurs intervenants, il y a mieux qu'à faire, il n'y a pas mieux que de provoquer des guerres régionales, des guerres locales. Et comme ça, on a des motifs pour acheter des armes, alors même qu'il est possible de faire autre chose ailleurs avec les mêmes moyens, et notamment sur les plans agricoles, dans le secteur de l'éducation ou dans le secteur de la santé ou de la recherche scientifique plus particulièrement. Ce sont des secteurs porteurs, avec bien également le secteur de la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, merci. Merci à vous.